بك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بون غالبا جرت العادة نعود المحاضرة باللغة الفرنسية لأسباب موضوعية كما قال. Donc je remercie beaucoup mon ami professeur Saadou qui a eu l'idée et a pris l'insistance pour que je puisse faire une présentation devant les doctorants de l'Université de Nouakchott. C'est bien sûr un plaisir et je dirais même un honneur, parce que les doctorants, c'est quand même une ressource rare dans un pays comme le nôtre. Et tout ce qui peut contribuer à les enrichir est pour moi un plaisir. Donc, moi, je vais parler aujourd'hui en tant que citoyen mauritanien. Donc, tous les titres officiels et les autres ne sont pas... En tant qu'expert. Voilà, sont à oublier. Donc, je vais vous entretenir de ce sujet qui me semble très important et qui n'a fait que trop durer. Le premier accord a été signé en 1987 et depuis lors, le renouvellement est quasiment automatique. Il y a eu parfois quelques périodes de mésentente qui ont fait parfois suspendre pendant quelques mois, mais la continuité est la norme pour ce genre d'accord. J'espère que cela va vous être utile. Pour parler le langage culinaire, donc je vous ai préparé un gros poisson mauritanien à la sauce européenne et j'espère qu'il va vous plaire. Donc le plan, ça va être comme ça. On va commencer par le contexte mauritanien de la pêche, la ZEE, la zone économique exclusive, المنطقة الخالصة لموريتانيا اللي هي السيادة الموريتانية والسلطة القانونية. بعدين on va parler de l'importance économique du secteur de la pêche. Et puis, on va aussi parler de la place du pays dans l'économie mondiale de la pêche, qui me semble être un élément extrêmement important pour apprécier l'accord de pêche. Et qui, malheureusement, parfois me semble ignoré par certains collègues ou décideurs. Et après, on va enchaîner sur la genèse des accords de pêche. Parce que, quoique devenu une banalité chez nous, il y a quand même de se poser la question pourquoi même il y a un accord de pêche avec un pays étranger ou un groupe de pays étrangers. Pour moi, c'est loin d'être évident, même si les habitudes de l'histoire commencent à l'imprimer sur nos mentalités, mais pour moi, je conteste toujours que cela soit banal. Et bien sûr, j'ai parlé un peu je pense que notre ami Saadou va un peu anticiper ce thème, la perception internationale des accords de pêche à travers la société civile internationale. Et puis, on va aller directement dans le vif du sujet, le contenu de l'accord, son armature, son contenu. Et puis, on va passer ensuite à l'évaluation de l'accord de pêche tel que vu par les Européens. J'ai eu un document, en genre les Européens, avant le renouvellement, commandite une étude pour voir un peu, pour fonder un peu leur décision et leur position dans les négociations avec la partie mauritanienne. Et puis last but not least, pour moi, c'est un peu ça le nœud de l'affaire, c'est un scénario sans accord de pêche. J'ai essayé de l'approcher par le coût d'opportunité pour la Mauritanie. Et puis, comme d'habitude, il y a une conclusion, bien des conclusions, et essayer de dégager des perspectives. Voilà, donc ça c'est le matériau sur lequel se greffe l'accord de pêche. S'il n'y avait pas tous ces stocks, il n'y aurait pas d'accord de pêche. Donc, comme vous le savez, la Mauritanie a des eaux maritimes réputées très poissonneuses, dues à des conditions naturelles et climatiques, dont le principal phénomène est l'upwelling, que certainement plusieurs d'entre vous ont déjà entendu, qui est lié tout simplement au vent. En fait, c'est le vent qui fait chavirer l'eau. Et je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont déjà habité Nouadhibou. Il y a beaucoup de vent à Nouadhibou.
Je me rappelle un collègue qui était au centre de recherche de pêche, me disait ici les gens se plaignent beaucoup des vents, alors c'est ce vent qui crée l'abondance du poisson chez nous. Donc, va falloir faire l'arbitrage entre le confort sans vent et la misère sans poisson. Voilà. Donc, nous avons un potentiel exploitable assez significatif. C'est loin d'être impressionnant, même si certains essaient il y a des pays qui ont beaucoup plus que ça. En fait, le poisson dans le monde il est abondant sur les côtes est de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Pour des raisons atmosphériques liées un peu au globe terrestre. Donc vous avez dans les pays américains, le plus célèbre est le Pérou, et c'est les millions de tonnes, plusieurs millions. Ça a avoisé, je pense, la douzaine ou la quinzaine de millions. Ceci dit, nous avons des stocks qui sont, surtout par rapport au pays et par rapport à la zone, qui sont classés certainement numéro 1 en termes de variété, en termes de qualité, en termes de commercialité. Et c'est malheureusement, comme j'ai essayé de mettre ça en rouge, la majorité est pleinement menacée de surexploitation. Et donc, ça donne beaucoup de soucis aux gestionnaires du secteur de la pêche, parce que l'importance du secteur de la pêche, c'est avant tout en tant que ressource renouvelable. Donc, si ce renouvellement est menacé par l'action anthropique, ou bien l'action des hommes, de la pêche, la richesse risque de s'effondrer et de disparaître. La qadar Allah. Donc, toute l'équation pour la gestion de la pêche, c'est de mettre en place les mesures et les décisions qui permettent de pérenniser l'exploitation afin d'en tirer le dividende annuel sans toucher le capital lui-même, qui est le capital naturel, qui est extrêmement important pour la Mauritanie, son présent et son avenir. Il y a aussi après avoir parlé des stocks, il faut parler de l'action de pêche, ça veut dire les flottes de pêche, ça veut dire l'effort de pêche qui s'exerce sur ces stocks. Donc, il y a ici, c'est pas très lisible, c'est lisible, bon, je pense que c'est assez lisible. Hein. Donc, c'est présenté par segment, il y a en fonction de la réglementation, il y a un régime étranger, puis il y a un régime national. Vous avez une colonne avec le nombre de licences. Les chiffres sont grands parce qu'un bateau peut avoir plusieurs licences. Mais grosso modo, il y a 250 bateaux significatifs. Je ne parle pas des pirogues qui sont en milliers, mais des bateaux significatifs qu'on appelle de pêche industrielle et parfois de pêche côtière, pêche hauturière. Donc 250, le chiffre varie. Hein. À la fin des années 70, alors qu'on n'avait pas de pêche mauritanienne, il y avait 300, 400 qui sillonnaient nos eaux maritimes et qui les pêchaient, qui les exploitaient suivant leur bon vouloir. Bon, ici, c'est le poids économique du secteur. Le secteur est excessivement important pour l'économie mauritanienne en termes de ressources en devises. Comme c'est un secteur exportateur, les Mauritaniens consomment moins de 10% de la production de leur côte maritime. Donc, la pêche en Mauritanie, c'est un secteur exportateur par excellence. Et donc, il a un rôle important sur la balance de paiement. Il a aussi un rôle important sur la contribution au budget. Et d'ailleurs, probablement, j'allais dire, malgré ou grâce à l'accord de pêche, parce que l'accord de pêche est une rentrée importante pour le budget de l'État. On en parlera plus tard. Et puis, bon, il y a aussi la sécurité alimentaire, l'apport de... Le poisson, le poisson, il est ciblé, il est apprécié, il est visé par son apport protéinique. Parce que les protéines marines, les protéines de poisson sont réputées être le plus intéressantes pour le corps humain, physiologiquement. Manger du poisson est un acte sain, contrairement à la chair rouge
Même si les Mauritaniens ne menaient pas qu'on dise du mal de la chair rouge, de la viande, mais c'est ça la réalité. Ça veut dire que le poisson, au-delà de sa valeur économique, est un créneau extrêmement important parce que la gastronomie établit tout simplement que c'est l'aliment le plus sain pour apporter des protéines au corps humain. Et donc cela ne va pas changer. Parce que je pense que l'humanité a testé et goûté toutes sortes d'aliments, terrestres, marins, animaux, végétaux, mais c'est ça. Au top du classement, c'est le poisson. Donc c'est déjà un atout stratégique commercial extrêmement important. En plus du caractère renouvelable de la ressource, qui aussi les deux facteurs conjugués, on peut dire que la Mauritanie est assise sur un trésor. Et c'est pourquoi, dans ce qui suit, la tonalité de mon propos peut paraître assez véhémente par rapport aux choses qui se passent. Donc il y a un peu moins de 60 000 emplois directs créés, plus 200 000 emplois indirects. Tout ça peut sembler important, mais c'est loin du potentiel. C'est ça, je pense que c'est ça le vrai problème chez nous, c'est qu'on est impressionné par certains chiffres qui sont loin du potentiel possible. C'est lié à notre manque de culture, à notre évolution sociétale, j'allais dire sociologique. On est impressionné par des chiffres qui sont loin du potentiel. Et donc, on pense qu'on est en bonne situation, alors qu'on n'est pas en bonne situation. Il y a une situation bien meilleure qui est à portée de main, mais on se résigne à ne pas chercher à l'atteindre parce qu'on est impressionné par les chiffres. Au Maroc, 3 millions de personnes vivent de la pêche. Ça veut dire 3 à 4 millions, ça veut dire la population mauritanienne. Alors que leur potentiel et leurs possibilités de pêche sont comparables aux nôtres. Nous, ça doit faire 300 000, 400 000 qui en vivent. Ça veut dire 10% à quelques encablures au nord. Ça veut dire que le potentiel est vraiment important. Bon, j'ai quand même tenu à montrer ces graphiques. Il y a une étude de la Banque mondiale qui, je pense en 2014, qui a essayé un peu d'évaluer les richesses naturelles dans l'économie mauritanienne. Donc, ils ont passé en revue, bon, bien sûr, ils ont une méthodologie pour ça, je ne vais pas y revenir. Donc, ils ont essayé un peu d'approcher toutes les ressources naturelles, les pâturages, en fait, l'élevage de poissons, l'oil, en fait, les hydrocarbures, le gaz naturel, l'or et le fer. Ça veut dire, ça c'est les principales ressources qu'on a en Mauritanie. Ils ont essayé un peu de les quantifier et de les classifier et de les classer. Désolé. Donc, le secteur de la pêche qui est en bleu, qui est le numéro 2 verticalement, il occupe 24%. Et c'est la première richesse de l'économie mauritanienne. Ça ne fait qu'à renforcer ce que je viens de dire. C'est hautement stratégique. C'est hautement stratégique. سيقرر مصير ازدهار البلد. Même si on a des gaz et des ressources qui sont épuisables, et d'ailleurs pour lesquelles l'intensité capitalistique nous écarte tout simplement, parce qu'on n'en a pas les ressources. Le projet de Grande Tortue qui est en cours de développement entre nous et le Sénégal, c'est déjà 5 milliards de boursiers. Nous, on n'a pas 5 milliards. Alors que pour exploiter la pêche, c'est des bateaux, ça va de petit à 2-3 millions, au plus grand qui va à 200 millions, 250 millions, pas plus. Donc, c'est une ressource stratégique extrêmement importante. Je ne sais pas si cela justifie d'avoir 2 ministères de pêche et pas un seul. Voilà. Ça, c'est un autre facteur, un autre élément de l'analyse ou bien de l'exposé qui est extrêmement important. Comme je disais tout à l'heure, bon, je pense que vous avez tous compris que la ressource halieutique, c'est de la pêche sont extrêmement importantes pour les pays, mais aussi il faut aussi essayer de relativiser ça par rapport à la place du pays dans l'économie mondiale de la pêche. Parce que c'est cette place qui dicte la position de négociation. Lorsque vous êtes conscient de vos atouts, de votre force, vous pouvez négocier. Vous pouvez savoir à quoi s'en tenir.
Lorsque vous êtes un epsilon, ça aussi, vous devez le savoir. Donc ici, bon, je vais quand même essayer de me représenter parce que c'est important. Le commerce, ça c'est des chiffres de 2018, mais grosso modo, ça n'évolue pas parce que le poisson, il est en position stationnaire en termes de production. Seule la production de l'aquaculture est en progression. Ce qu'on appelle la production sauvage ou bien mer naturelle est en décroissance. Maintenant, sur le plan mondial, c'est plus de 50% du poisson servi pour les humains vient de l'aquaculture. Donc, vous avez ici pas mal de chiffres. J'essaie même de synthétiser ça un peu dans le. Ici, là c'était un peu l'aspect production disponible. Ici, c'est le commerce mondial. Ça veut dire la partie échangeable. Et c'est ça qui est la plus importante en termes d'analyse et en termes de prise de décision et en termes de négociation. Parce que le poisson, il y en a quelques centaines de milliers de tonnes, mais il n'est pas disponible aux pays voisins. Le pays qui le produit en a besoin pour se nourrir. Le facteur important, c'est la partie échangeable. Ça veut dire que c'est ce dont on est prêt à exporter pour vendre à un client étranger. Et ça, c'est pas beaucoup. C'est presque juste un tiers qui est disponible à l'échange. Le reste, il est autoconsommé par les populations des territoires producteurs. Bon, il y a un classement ici par pays développé, pays en développement. Bon, c'est pas très pertinent, mais c'est quand même parce que le commerce mondial du poisson, c'est une affaire de géopolitique. Il ne faut pas se leurrer, c'est une affaire de géopolitique. Ce n'est pas seulement une marchandise, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, en considérant seulement un potentiel global de 1,4 million de tonnes, hors prêt et consommation locale, comme offre mauritanienne sur le marché international des produits de la pêche, on constate qu'en domestiquant tout ce potentiel et en l'exportant soi-même, le pays aura une part de 3,5% du commerce international effectué par les pays en développement et plus de 2% marché global, ce qui ferait de la Mauritanie un acteur significatif mondial de la pêche. Avec la situation actuelle, avec la pêche offshore étrangère autorisée actuellement, sans lien avec les ports mauritaniens, notre force ou notre poids est de moins de 1%. Vous voyez l'impact, j'allais dire le drame. On nous enlève les deux parties sur trois de notre pouvoir de négociation, on nous laisse un tiers. Je trouve que c'est extrêmement pénible à assumer. Et je rappelle juste ici que la CINIM, avec moins de 1% du commerce international du minerai de fer, est un acteur quand même non négligeable. Les Chinois tapent à la porte de la Chine. Apparemment, on y va en plus de la moitié, ils sont même les 2 tiers de notre fer. Et le DG de la CINIM est très sollicité par certains courtiers pour accepter de lui livrer un bateau de minerai de fer. C'est-à-dire qu'avec 3%, je ne suis pas sûr, mais je présume bien que dans les négociations et dans les prises de décision avec les autres pays, le ministre des Affaires étrangères primera, c'est le ministre de la Pêche. Voilà. Ici, je rappelle la politique sectorielle. Ça veut dire que nous avons un gouvernement qui gère ses ressources et qui a une politique pour ça, des stratégies et tout ce qui va avec. Il y a beaucoup d'administration. Et voici l'objectif central et stratégique: promouvoir un secteur de pêche maritime durable, intégré à l'économie nationale et porteur de croissance, créateur d'emplois et qui bénéficie à la population mauritanienne dans son ensemble. Traduit en termes plus opérationnels, l'objectif est de domestiquer et ça veut dire que rendre la production liée au territoire. Si j'ai des Mauritaniens, mais les étrangers sont les bienvenus, mais qu'ils soient résidents ici. Juste avoir la carte de séjour et travailler chez nous.
comme le font les gens de Kinross, comme les gens le font les autres. Ils sont beaucoup plus, beaucoup plus blancs que les Européens. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui... Voilà. Ici, on va aborder la genèse des accords de pêche. J'ai ajouté un sous-titre, quand l'histoire pèse toujours. En fait, pour être franc avec nous-mêmes, les Européens ont toujours pêché chez nous. Parce qu'on était sous colonisation européenne, et avant, on était loin des côtes maritimes. On laissait cet espace marin à qui peut le prospecter et l'exploiter. Et donc, et puis, bon, donc c'est lié à... Lorsque vous discutez avec les Espagnols, pour eux, c'est tout simplement normal qu'ils pêchent au large de Ouadhibou, au large voilà, disons, des bandes d'Arguin, toute la bande de 200 km. Parce que leurs ancêtres le faisaient, tout simplement. Il y a quelques années, j'étais à l'Est, dans un autre contexte, mais comparable, dans la pêche continentale, au niveau de Haoud Charqi, à Mahmoudé, il y a une mare qui est la pêche continentale, la pêche. Les exploitants, c'est des Maliens. Mais ils sont les fils des gens qui étaient là-bas. Parce que, bon, comme vous le savez, le Haoud était malien, était soudanais jusqu'en 1943, 1944. Et même si, avec les changements juridiques, les populations ignorent les frontières, tout simplement parce que les frontières sont pour les officiels. Et donc, le poids de l'histoire est tellement important. Et l'inverser demande beaucoup de courage. Même si vous avez les outils juridiques. Donc, avec la vague de décolonisation, il y a eu une évolution des droits de la mer, parce que les pays nouvellement souverains ont quand même... parce que la mer fait partie de la terre. Donc, la façade de ton territoire terrestre sec t'appartient par réflexe. Vous devrez t'appartenir par réflexe. En tout cas, pas appartenir à quelqu'un d'autre. Donc, en 1982, il y a une grande conférence sur le droit de la mer, pilotée par les Nations Unies, et qui a... bon, il y a eu des évolutions antérieures, mais je passe. Donc, qui a instauré la zone économique exclusive des 200 000 nautiques. Ça veut dire que c'est 350, 360 km. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'au large de Nouakchott, vous avez 200 miles qui sont sous souveraineté, ou en fait, sous autorité mauritanienne. Et donc, avec cette évolution, ça veut dire que... Bon, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont une notion sur le palier continental, sur la morphologie des mers, mais l'essentiel du poisson est proche de la côte. C'est le plateau continental, et après... L'essentiel de la ressource halieutique est devenu dans ces 200 miles marins. Il reste les eaux internationales, c'est marginal. Il y a du poisson, mais c'est beaucoup moins que ces 10% par rapport à ce que vous avez dans les 200 miles. Donc, du jour au lendemain, bon, c'était quand même préparé, il le savait déjà, parce que c'était un long processus de négociation. C'était une activité pilotée par l'ONU, donc bien préparée et bien annoncée à l'avance. Donc, les pays qui exploitaient ces zones se sont trouvés devant cette contrainte. L'accès était libre, maintenant il passe sous souveraineté locale, et donc il faut bien voir avec le gouvernement de ces pays comment on va continuer à faire comme si rien n'a changé. Et ça là, a donné à la conclusion de la CETA beaucoup d'accords par les Européens avec les pays, ce qu'on appelle les pays côtiers, je pense que c'est ça le terme, les pays côtiers. Et donc c'est ça, c'est la décision la Convention des Nations Unies qui a un peu enclenché ce processus de vouloir rester dans ces eaux avec les nouveaux pays souverains. Donc j'ai mis ici une petit graphique sur les accords de pêche signés par les Européens.
dans le côte ouest africaine, même au Groenland, dans l'océan Indien. Mais l'essentiel, c'est côte africaine et pays de l'océan Indien. Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont... Bon, vous avez trois couleurs, le marron, le vert et le bleu. Il y en a qui sont un peu gelés, qui ne sont plus suite à des mésententes avec le gouvernement. Mais en tout cas, c'est un outil que les Européens utilisent beaucoup et pour lequel ils ont toute une logistique humaine. Il y a toute une administration et puis ils ont les moyens financiers. Je pense qu'annuellement, c'est 200 millions d'euros qu'ils versent ça. Il faut quand même remarquer ici, il y a deux pays c'est pas très lisible, mais le grand rond là, qui est en bas, ça c'est la Mauritanie. Le diamètre du cercle est lié au montant financier, à la taille financière de l'accord. La Mauritanie a l'accord le plus important financièrement pour l'Union européenne signé avec un pays tiers. Le diamètre du cercle détermine le volume de l'argent. Donc la Mauritanie a l'accord de pêche le plus important. Pour certains pays, c'est un plaisir, pour moi, c'est un drame. Bon, ici, j'ai juste une petite slide, parce qu'on est quand même dans un monde où les acteurs non étatiques sont très actifs, les ONG, certains même essayent de donner des leçons de morale. Bon, toujours est-il que ces accords de pêche sont loin de laisser indifférents les acteurs non étatiques. Et d'ailleurs, j'ai ajouté un deuxième paragraphe qui me semble assez intéressant, c'est que même à cause de ça, il y a une évolution sémantique, même dans la terminologie. Durant les années 80-90, on parlait d'accord de pêche, tout simplement, sans se compliquer la vie, accord de pêche avec pays tiers. Et puis on a dit, on a comme évolué, on a appelé ça accord de partenariat de pêche. Parce que le mot partenariat donne l'impression qu'on est des partenaires, qu'on est des alliés, qu'on est à la limite solidaire quelque part. Et puis après 2013, ils ont encore, à cause un peu, disons, j'allais dire, de la réputation pas très bonne auprès des acteurs de la société civile. À un certain moment, l'accord de pêche faisait mauvaise presse. Beaucoup de gens disaient que c'était le pillage des ressources des pays pauvres. Donc, ils ont mis accord de partenariat pour une pêche durable. Ça veut dire que pêche durable, ça veut dire que ce que nous faisons n'affecte pas la durabilité de vos ressources. Bon, je ne sais pas comment ils ont trouvé ça. Et puis j'ai mentionné ici un événement qui a eu lieu en novembre 2019. Il y a un grand réseau d'ONG, BirdLife, Coalition des accords de pêche équitable, le WWF qui est très célèbre. Donc ils ont fait réunion, je pense que c'était à Bruxelles, je pense. Des recommandations, surtout pour la transparence, pour l'assistance aux communautés locales. En fait, ils veulent un peu manifester leur intérêt et leur influence par rapport à ce rapport Nord-Sud dont le caractère équitable est à interroger. Bon, maintenant, en termes pratiques, l'accord de pêche, c'est un document à signer, c'est un contrat. C'est un contrat commercial. Un contrat commercial. Donc, l'idée, c'est... J'ai oublié de le souligner. Est-ce qu'il est clair? Voilà, non, ça ne m'apparaît pas. Il n'y a pas de pointeur. La production excédentaire. Ça veut dire que l'idée de base, c'est qu'un pays a une flotte de pêche, a une capacité de pêche, de capture de ses ressources. Parfois, cette capture n'est pas assez importante, il reste un excédent par rapport au potentiel, par rapport à la somme des TAC. Donc, c'est cette fenêtre qui devrait donner accès aux flottes étrangères pour pêcher cet excédent. Mais cela, il me semble beaucoup plus... C'est assez théorique, parce qu'une fois que vous signez,
ça devient quasiment. Surtout si la signature se renouvelle tous les 3 à 4 ans, ça devient tout simplement une flotte captive. Et d'ailleurs, les bateaux appartiennent à des hommes, à des sociétés. Ils sont là, ils ont leurs documents, ce sont les mêmes personnes qui viennent. Et parfois, c'est le fils qui prend le relais de son papa qui est mort. Donc pour lui, il est chez lui. Et pourtant, il n'est pas chez lui. Et je me demande quelle réciprocité pourrait-on avoir en termes de traitement similaire. Est-ce que nous, on peut avoir ça dans les eaux espagnoles ou dans les eaux françaises? Bon, je ne suis pas contre la coopération avec les Européens, au contraire. Ce sont nos partenaires économiques et politiques. Mais je pense que, comme on dit chez nous, التعامل بالقياس المماثل هو أحسن وسيلة للإنصاف. Ici, j'ai rajouté un petit élément de chiffres, c'est que 80% des captures de l'Union européenne sont effectuées dans les eaux européennes, 13% dans les hautes mers internationales qui sont au-delà des 200 miles de la ZEE, et puis 8% proviennent de ce genre d'accord de pêche. 8% seulement. Bon, je dis seulement, c'est quand même important, 8%, c'est pas peu. Donc, toujours est-il que les Européens accordent une importance extrêmement importante à ces accords pour des raisons économiques. Il y a des unités industrielles en Europe qui tournent par la matière première pêchée chez nous, soyons clairs, et qui après la transforment, la valorisent. Et donc, c'est cette situation qui crée cette captivité dans l'esprit des uns et des autres. Bon, j'ai ici, pour mieux vous, juste à titre informatif, pour mieux vous approcher de la réalité des choses. Donc, j'ai cité quelques exemples ici. Le Maroc, je pense que c'était un accord de 2013. Parce qu'en maintenant, l'accord, il y a 3 parties. L'accord cadre qui peut rester plusieurs années. Puis, il y a un protocole technique qui est révisable. C'est comme une loi, décret, arrêté. Puis, il y a des annexes qui sont des... Et puis, bon, ils sont beaucoup sophistiqués. Moi, je me suis amusé à regarder le premier accord signé avec la Mauritanie en 1987. Ça tenait à moins de 15 pages. Celui qui est signé en 2021 tient en 200 pages, tenez-vous bien. De 15 pages, on est passé à 200 pages, parce qu'il y a des annexes, il y a même quasiment un manuel de procédure. Et le modèle de fiches, c'est toute une logistique, et c'est toute une paperasse qui est négociée, qui est signée. Donc ici, je vois que, bon, vous avez le Maroc est un pays quasi européen, parce qu'ils sont très proches de l'Europe. Donc, je n'ai pas cité ici, j'ai mis seulement le navire de pêche industrielle parce qu'il y a plusieurs navires, plusieurs barques un peu artisanales. Parce que c'est juste à côté, ils peuvent venir. Donc, mais c'est pas ce qui est significatif, c'est la pêche industrielle. J'ai mis 34 navires et j'ai bien mentionné hors chalité de fond. Pour la liette que je suis, ça c'est très important. Hors chalité de fond, parce qu'un chalitage de fond est une menace énorme pour l'écosystème et pour la pérennité des ressources. S'il y a un accord avec chalit de fond ou sans chalit de fond, c'est loin d'être anodin. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Il y a certains pays, je pense, qui m'ont interdit les chalets de fond dans leurs eaux. Parce qu'un chalit, c'est racler, c'est hadibari. C'est racler le fond, déranger les écosystèmes. C'est un raclage, parce qu'au fond des mers, les poissons, c'est des populations, j'allais dire, c'est des tribus, et ils ont leurs habitats, ils ont leur propre organisation. Le chalit, il vient racler tout. Et donc, j'ai bien fait, en fait, j'ai marqué hors chalité de fond, et c'est pour 80 000 tonnes. Et le montant, il y a 16 millions d'euros. Annuellement. Il y a un appui. Bon, l'appui, c'est un appendice d'aide au développement de la pêche. C'est de là où vient le partenariat. En fait, mais c'est un montant vraiment maigre. Hein. Puis le Sénégal, bon, c'est un petit accord de rien du tout. Rien du tout. Je pense qu'il y a des unités industrielles appartenant des Européens.
qui veulent se faire approvisionner, ils utilisent ces canaux pour... je parle sur le contrôle de l'imam qui a prospecté le thème bien avant moi. Et puis vous avez l'accord de la Mauritanie. Et ça, donc on change d'échelle. Hein. Avant c'était 16 millions, ici on est 55 millions, en fait c'est une soixantaine de millions. Ce qu'on appelle la compensation qui est payée par Bruxelles, c'est un chèque de Bruxelles, de l'Union européenne à Bruxelles. Et en plus, sur les bateaux, lorsqu'il vient, l'armateur, il paye un petit montant aussi. Il paye un droit, il y a une partie de la charge qui revient à l'armateur. Je pense que la somme annuelle totalise 10 millions d'euros, 11 millions d'euros. Alors que la compensation fait 6 fois le montant. Donc, en fait, les Européens subventionnent leurs armateurs pour venir pêcher chez nous, soyons clairs. C'est ça et fortement subventionné. Parce qu'ils prennent en charge 6 fois et le reste. Donc, vous voyez les chiffres pour la Mauritanie, ça explose. Hein. Une centaine de navires de pêche industrielle. Hein. C'est pas des pirogues. Hein. Et puis, en majorité des chalutiers de fond. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de chalets pélagiques. Bon, je retire le mot majorité chalutiers de fond parce qu'il y a quand même des chalutiers de fond. Pour la pêche démersale, il y a beaucoup de pélagiques, avec les chalets pélagiques. C'est pourquoi on est dans ces grands chiffres. Mais la ressource pélagique est loin d'être négligeable. C'est l'avenir du pays. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a visité Dakhla, il voit ce que les Marocains, Dakhla, on fait en tant qu'industrie de pêche basée sur le pélagique. Ils ont fait beaucoup d'unités, de la transformation. Ils créent une richesse énorme sur le pélagique. Nous, ici, on a fait un temps long obnubilé par les ressources démersales et par la pêche céphalopédière. Et nous pensions que le pélagique était négligeable, alors que c'était une erreur monumentale. C'est loin d'être négligeable, c'est extrêmement important. J'ai ajouté une question. Pourquoi la Mauritanie accorde un accès à ces ressources si important, j'allais dire, et si durable? Parce que c'est ça, c'est la taille et le temps que cela fait. Alors, cette question, bon, je l'ai posée au doctorant que vous êtes. Moi, j'ai essayé beaucoup de réfléchir à cette question. Bon, le pourquoi des Européens est clair. Les Européens veulent pêcher, c'est clair, manifestement, c'est bien justifié, c'est clair, ils sont dans leur droit, dans leur légitimité de chercher à pêcher du poisson, qui est une denrée extrêmement importante et extrêmement lucrative. Mais pour la Mauritanie, la question se pose. Voilà, c'est ça. En fait, lorsque j'étais moi en charge des affaires publiques, nous avons un PIB de 2 milliards de dollars. Maintenant, on approche des 10 milliards, on a multiplié par 5. À l'époque, parce que le montant de la compensation n'a pas beaucoup changé, hein. C'est les 20 dernières années, il n'a pas beaucoup changé. C'était vers les 50, 60, ça n'a pas beaucoup changé, le montant de la compensation. Maintenant, c'est payé à une seule tranche. Mais avant, c'était en 2 tranches. C'était avant août, en juillet et en décembre, fin novembre, début décembre. Avec la taille de l'économie de l'époque et du budget, le ministère des Finances était extrêmement impatient que les chèques viennent, que l'encaissement vienne, parce qu'il a perdu beaucoup. La facture des importations, ce montant, c'est la moitié de nos importations en produits laitiers. Tout simplement. C'est la moitié de nos importations en produits laitiers. Nous avons beaucoup de lait, il suffit juste de bosser pour bien conserver et transformer, valoriser nos produits laitiers, et on va même les exporter. En fait, c'est pour vous dire que j'ai du mal à comprendre. Bon, je comprends qu'un gouvernement pris à la gorge peut prendre des décisions provisoires, mais contraintes et délicates. Mais avec le temps, on a eu l'or, rien n'a changé. Après, non, en fait, l'or, c'est 2005-2006. Puis on a eu l'or et le pétrole, ils ont presque démarré en même temps. Donc, on n'a pas changé d'attitude par rapport à ça. Après, on a eu le boom des minerais, de la SNIM.
On n'a pas changé. Puis on a eu l'orpaillage, l'or artisanal, qui a apporté beaucoup de ressources. Et on n'a pas changé. Après-demain, nous aurons le gaz. Moi, je me pose la question. Pourquoi? Pourquoi Donc, je me pose la question pourquoi, c'est à vous de répondre. Ici, vous avez l'accord de pêche qui a pris fin en 2019, mais qui a été prolongé 2020 et 2021 parce que les négociations, enfin, il y a eu Covid et puis les négociations n'ont pas bien avancé. Donc, comme j'ai dit au début, les Européens commandent une étude d'évaluation avant de s'engager sur des négociations sur un nouveau cycle de. J'ai ici des chiffres donc, pour retenir que, selon leur évaluation, voilà, le protocole a généré pour l'Union européenne 1,45 € de valeur ajoutée par 1 € dépensé. Et c'est mentionné ici, la valeur à la première vente de ces captures est estimée à 166 millions d'euros. C'est un chiffre d'affaires, je sais, mais c'est juste la première vente. Parce qu'après, ça va aller dans des usines, dans des unités, et ça va être transformé. Ils ne vont pas le manger comme ils le pêchent chez nous, pas du tout. Eux, ils sont très intelligents. Ils savent transformer les matières premières. Ils vont commencer à transformer, à créer de la valeur. Et ce chiffre de 166 se retrouvera facilement multiplié par 3, multiplié par 4. Parce qu'eux, ils montent en chaîne de valeur. Et bon, pour ne pas trop paraître partial, j'ai quand même mentionné un autre accord de pêche que le gouvernement mauritanien signe avec les Japonais de la Japan Tuna, une association japonaise pour le thon. C'est un accord aussi qui est célèbre, qui date qui est quasiment parallèle. Je pense que le premier accord a été signé quelques années après le premier accord avec les Européens, et qui se renouvelle lui aussi. Mais c'est quoi? C'est 20 bateaux pour 1500 tonnes. Des palangriers, c'est des palangriers, c'est des lignes composées, ce n'est pas des chalets. Bon, ici, c'est la partie la plus difficile, la plus sensible, c'est ce scénario sans accord européen de pêche. Coût d'opportunité pour la Mauritanie. Bon, coût d'opportunité, vous le savez, on est dans une fac d'économie. Le coût d'opportunité, il faut me rappeler, entre en jeu dans toutes les décisions, il est exprimé, est souvent lié à des événements futurs. Il est souvent difficile à quantifier. Surtout pour pour nous les Mauritaniens qui ont beaucoup de difficultés à avoir des réflexes de planification. لك الساعات التي أنت فيها. Et je pense que c'est ça le drame. Donc le coût d'opportunité, il comporte beaucoup de dimensions futures, liées à des événements futurs, et c'est pourquoi on a souvent, on n'évalue pas bien l'imergue de litchel, ce qu'on va rater, ce qu'on a abandonné. Donc, on constate qu'en Mauritanie, ce genre d'accord de pêche est signé et renouvelé continuellement depuis 40 ans et qu'il porte surtout sur des quantités et montants très importants. On n'est pas dans des choses marginales. Donc, pour essayer un peu d'approcher le coût d'opportunité de la Mauritanie, donc on envisage les deux choix classiques. Ça veut dire signer l'accord ou ne pas le signer. Ne pas renouveler l'accord et allouer le stock en question à d'autres navires qui débarquent en Mauritanie. En fait, tout mon raisonnement porte une seule dimension, c'est débarquer en Mauritanie ou pas. Si le débarquement s'effectue en Mauritanie, attaché à des pauvres Mauritaniens qui vont dans des usines installées en Mauritanie, tout mon discours tombe à l'eau.
Voilà, il est à noter qu'avec un accord de pêche, on aura des montants financiers pour l'État, contribution au budget, position extérieure, même si la position extérieure devient moins prégnante avec la position, avec les chiffres de nos avoirs extérieurs, donc on est beaucoup plus, on est dans une situation plutôt confortable. Nous avons des emplois assez limités sur le niveau européen, des frais payés aux prestataires mauritaniens et certaines quantités de poissons offertes pour la pour la SNDP. C'est la partie un peu des fameux 2%. Mais cet accord a un inconvénient énorme, c'est qu'il soustrait quelques centaines de milliers de tonnes de poissons au débarquement local. Il réduit ainsi beaucoup la domestication, transformation de notre poisson à terre, ce qui retarde l'industrialisation du secteur et donc tous ses avantages, emploi, fiscalité, devises liées à l'exportation de produits élaborés bien rémunérés sur le marché international. J'allais ajouter, et il nous enlève un pouvoir de marché, un pouvoir de négociation. Je suis dans une fac d'économie, le pouvoir de marché est bien connu ici et vous connaissez son importance. Lorsque vous avez un pouvoir de marché, vous multipliez, vous avez un coefficient qui augmente beaucoup. Voilà. En revanche, sans accord de pêche, on aura nouveaux armateurs, mais pas de montant de compensation, ni appui sectoriel, j'aurais pu passer sur le silence parce que le montant est vraiment dérisoire. Augmentation des débarquements en Mauritanie, donc nouvelle usine, ça je viens de le dire. Plus de poissons commercialisés par SNCP et donc meilleur pouvoir de négociation des prix, plus de recettes en devises pour l'économie du pays. Sur l'estimation, il y a une méthodologie. Donc, en effet, ici, il y a juste un petit exercice que j'avais commencé, que je n'ai pas terminé, et que j'appelle, en fait, il y a un travail d'économétrie à faire, et je demande au doctorant que vous êtes de s'y pencher avec l'encadrement de notre professeur Saad Bou. Il s'agit d'estimer une fonction de production en changeant tout simplement les variables, avec une économie qui débarque 1,3 million tonnes et qui, avec une clé avec des industries de transformation, et puis on va aboutir à une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, par rapport à la valeur ajoutée actuelle, nous donnerait tout simplement le coût d'opportunité. Et qui me semble extrêmement important. Bon, j'ai ici ajouté, toujours dans la même veine, donc vous avez ici quelques critères, indicateurs, la production domestique de poissons, l'exportation pêchée, la disponibilité pour les populations, l'emploi direct, les autres emplois, l'investissement privé, la balance commerciale, la contribution au budget de l'État, la contribution au budget des collectivités locales, l'impact sur la consommation intérieure, parce qu'avec ces revenus générés, donc on donne un pouvoir d'achat, contribution à l'industrialisation du pays, qui est le facteur qui est mis en dernière position, mais qui est certainement le plus important. Parce que vous savez, bon, tous les pays sont dans une course pour l'industrialisation. Parce que le développement est né suite à la révolution industrielle. Avant, on ne parlait pas de développement. L'humanité a passé plusieurs siècles en renouvelant son mode de vie, en se faisant réguler par les calamités naturelles. Donc, voilà. Et pour ne pas trop être bridé par les chiffres, et parce qu'on n'a pas fait les calculs, il y a quand même une question qu'il allait se poser. Sommes-nous alignés à notre objectif stratégique fixé par la politique sectorielle? La politique sectorielle, c'est domestiquer, intégrer l'économie, et puis bon, vous m'enlevez le quart ou le cinquième de mes ressources, vous me dites, allez-y faire ça. Personnellement, j'aurais du mal à assumer la charge du ministère de la Pêche dans ce contexte. Voilà. Ici, on est en train d'atterrir. Ici, bon, comme on vient de parler d'industrialisation, donc j'ai rappelé ici quand même la situation actuelle. Il y a moins de 160 unités industrielles, dont une bonne partie pour la farine de poisson. C'est un autre thème. Je sais que beaucoup de gens tirent dessus. Moi, je suis un défenseur de ce métier.
La transformation des produits halieutiques en Mauritanie est limitée actuellement à la congélation des produits entiers ou dans un moindre degré à l'étêtage, l'éviscération, le filetage. C'est des termes techniques mais qui sont clairs. Hein. Vous comprenez bien. Toujours couplés à la congélation, en plus de procédés de transformation traditionnelle. Les productions de plats cuisinés restent marginales. C'est ça. Si on veut vraiment intégrer et domestiquer l'industrie et les ressources, on doit pas exporter des produits bruts. On doit exporter pour être vendu dans un rayon de supermarché. Et tout peut se faire chez nous. Il y a eu même des expériences pilotes qui ont réussi. Ça veut dire que nous devons changer le paradigme mental. Ça veut dire que le fait de se suffire, croire qu'on crée de la valeur, qu'on augmente notre prospérité en exportant des produits bruts est une erreur monumentale. C'est des petits métiers. Ça se fait dans d'autres pays par des gens sans capital. Il s'agit juste d'un savoir-faire. Et il faut savoir négocier ça, avoir des acheteurs étrangers, et il ne manque pas. Si avec une convention, avec vous donne le cahier de charge, je vous envoie un technicien, il vous encadre, est-ce que vous faites correspond bien aux normes, après je peux revendre, tout simplement. Voilà, ici, bon... Ici, bon, il parle de capacité en fait, utilisation des capacités, qui est vraiment, vous avez certainement suivi parfois dans la presse et dans les médias, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, d'industrie de pêche qui souffrent. Parfois, ils sont obligés de fermer, parfois ils se tournent à 30% de leur capacité, à 20%. Donc, beaucoup de ces opérateurs voudraient avoir des débarquements supplémentaires, avoir des licences de pêche, mais lorsque vous déposez vos dossiers, les quotas ne sont pas là. Parce que nous, maintenant, on a basculé en gestion des quotas. Les quotas sont partis. Ils sont partis où? Ils sont partis vers les étrangers. Presque au tiers. Des étrangers qui ne débarquent pas ici. Il y a des étrangers qui débarquent ici, les Turcs, les Chinois, surtout les Turcs depuis quelques années, mais ils débarquent ici. Moi, ça ne me fait pas de souci. Bon, j'aurais souhaité que les contrats soient des contrats de location-vente et non pas juste un affrètement. Mais il y a quand même un effort, il y a quand même un pas en avant. Donc, j'ai demandé qu'ils veulent souhaiter avoir des flottes de bateaux supplémentaires. J'ai rajouté, mais comment peuvent-ils le faire si les stocks sont presque tous pleinement exploités ou exploités et qu'en cas de ressources disponibles est mise en régime offshore pour les navires étrangers sans lien avec la terre mauritanienne? Alors, peut-on amener les amateurs européens à délocaliser les industries de pêche en terre mauritanienne où des ressources abondantes et de haute qualité sont disponibles? Ça, c'est la question en millions de dollars, comme disent les Américains. Pourquoi ne pas convenir avec l'Union européenne d'un plan décennal pour la délocalisation de leur flotte vers les ports mauritaniens? Pourquoi ne pas abandonner le modèle de pêche lointaine? Parce que ça veut dire envoyer des bateaux sur plusieurs centaines de kilomètres, pêcher et revenir pour leur port, avoir des ports... La pêche lointaine, ça veut dire un navire européen qui, d'autres ports d'attache, débarque en Europe. Parce que en droit maritime, un bateau doit avoir un port d'attache. Donc, avoir le port d'attache à Las Palmas ou à Cadiz ou je ne sais où, venir pêcher et revenir comme si quitter Nouakchott et Andiago et revenir à Nouakchott. Donc, voilà, donc je pense qu'on est presque arrivé au terme de cet exposé. En m'y penchant, je me suis remémoré cette formule que j'ai mise en haut. Puis j'ai mis ça en deux versions, en anglais et en français. Parce qu'en général, en 2022, lorsqu'on fait un exposé où il n'y a pas une phrase d'anglais, on n'est pas à la mode. Donc il faut mettre un peu d'anglais pour être à la mode. Donc je pense que c'est clair. Et comme je suis dans un milieu universitaire, je invite les doctorants à faire un effort sur les livres. Je vous remercie beaucoup. إذن الأستاذ بدأ في البداية
قبل البداية دائما في المسرح لابد أن يكون الديكور جاهزا. أيضا قبل استثمار دراسة اتفاقية صيد لابد أيضا أن نتعرض للسياق العام الذي يعطي المبرر أصلا لوجود هذه الاتفاقية. فتحدث الأستاذ في البداية عن المنطقة الاقتصادية الخالصة وخصوصيات أيضا لشواطئ الموريتانية التي تعتبر من أثرى شواطئ في العالم من ناحية الإسماك، رغم أن الإيمان كان كلمة في ذلك، وأيضا عن الأهمية الاقتصادية لقطاع الصيد. ومعروف أن هناك ذكر عن الخصائص المعروفة عن سبب ثراء شواطئ موريتانيا بالأسماك مثل لابويلينغ إلى آخره. بعد ذلك تحدث عن بداية اتفاقيات أو ميلاد هذه الاتفاقيات، حيث اعتبر أن الأوروبيين كانوا يصطادون منذ قديم الزمن في الشواطئ الموريتانية حتى قبل لم يكونوا يطلبون إذنا، وبالتالي لم تكن هناك حاجة أصلا لاتفاقيات في الأصل. وفي معرض تناوله لموضوع القطاع الاقتصادي بين أن قطاع الصيد في موريتانيا يمثل موردا رئيسيا سواء بالنسبة للعملة الصعبة، لميزان المدفوعات، لميزانية الدولة، وكذلك من ناحية التشغيل، كما أنه يلعب دورا أساسيا أيضا في مجال الأمن الغذائي، وخصوصا اليوم في إطار استراتيجية نلاحظ أن استهلاك الموريتاني من الصيد ضعيف جدا، ولكن هناك استراتيجية لتغيير النمط الغذائي في موريتانيا حتى يتم زيادة هذا المعدل. بالنسبة للمساهمة في التشغيل يمثل تقريبا يشغل حدود 60,000 تشغيل مباشر و200,000 تشغيل غير مباشر، رغم أن نذكر دائما هذه الأرقام في إطار نسبة مرتفعة إلا أنها قليلة جدا بل هامشية مقارنة بإمكانيات القطاع. ويكفي أن نقارنه مع المغرب لنعرف أن قدرة التشغيل لدينا ضعيفة جدا، حيث أن في المغرب مثلا في حدود 3 ملايين يعيشون في قطاع الصيد. الصيد أيضا يعتبر موردا طبيعيا متجددا، وبالتالي هذا هو مصدر أساسي للاهتمام به. كما أن هو في السياق الموريتاني من خلال الدراسة التي قام بها البنك الدولي لقياس Sustainable Development Index 2014، وكانت قد قدمت هذه الدراسة في وحدة البحث حول الاقتصاد الموريتاني، قدمها خبير البنك الدولي جان لوكا ميلي، وطلبنا ترجمة هذه الدراسة باللغة العربية، وهو موجود أيضا باللغة العربية. بينت أيضا أهمية قطاع الصيد، اعتبرت أن مستقبل الاقتصادي الثروة الحقيقية موريتانيا هي الصيد بامتياز، حيث أن 24% من هذه الثروة هي قطاع الصيد، وبالتالي هو عبارة عن مورد استراتيجي. أما من ناحية موقع موريتانيا في العالم، الأستاذ تحدث قدم مجموعة من الأرقام تتعلق بالتجارة الدولية. هناك فرق بين الإنتاج وبين التجارة. بالنسبة للدول النامية تجارة صادراتها في حدود 39 مليون طن، بينما في الدول المتقدمة في حدود 26 مليون. بالنسبة للنسبة، نسبة التجارة إلى الإنتاج في الدول النامية والتي عبر عنها في الدول غير النامية 26%. بالنسبة لموريتانيا في حدود 3.5%، ولكن عندما نقتطع الآثار المتعلق بالصيد الخارجي هذه النسبة تقل إلى 1%، ليس كذلك. وبالتالي هذا يتطلب ضرورة مراجعة إدارة التفكير في إطار الصيد. بعد ذلك تحدث الأستاذ عن سياسات الصيد، وبين أن المقام المشترك لهذه السياسات رغم تبدلها عبر الزمن هو ترقية قطاع الصيد مستديم أو مستدام ومدمج بالاقتصاد الوطني.
وأيضا مساهم في النمو الاقتصادي وفي التشغيل وفي لا بروسبريتي الازدهار. إذن بعد أن تحدث عن السياق الموريتاني، السياق الدولي، السياق المحلي، تحدث عن أهمية قطاع الصيد، تحدث عن سياسات الصيد، بدأ تناول أيضا موضوع ميلاد هذه اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي. ذكر في البداية أن الصيد قبل كان لم يكن بحاجة إلى اتفاقيات، والأوروبيون كانوا يصطادون في مياهنا بدون هذه الاتفاقيات، لكن هناك حدث يغير هذه العلاقة ابتداء من 1982 عندما قررت الأمم المتحدة تنظيم أو خلق ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بحدود 200 ميل، وبالتالي هذا دفع عديد الدول إلى عقد اتفاقيات مع الدول الشاطئية حتى تكون لديها القدرة على الاستفادة من الصيد، خصوصا أن الصيد كمية الأسماك أكثر هي في المناطق الشاطئية، وبالتالي هي داخلة في هذه المنطقة الخالصة، وبالتالي الولوج لها يتطلب اتفاقيات، ومن هنا بدأت الحاجة إلى وجود اتفاقيات الصيد، وبالتالي كانت موريتانيا من بين الدول التي عقدت مع الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق. بين المحاضرة أيضا خريطة تبين عديد الاتفاقيات التي قام بها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم، وهي كثيرة ومتنوعة، لكنه بين أن الاتفاق مع موريتانيا يمثل الاتفاق الأكثر أهمية من ناحية التعويض المادي، وهذا ما سنفهم معناه فيما سيأتي. بخصوص كيف أرى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية اتفاقيات صيد، بين المحاضر أيضا أن هذه المنظمات كان لديها تأثير مهم، وهذا ربما دفع إلى التضيير حتى على المستوى اللفظي لتسمية هذه الاتفاقيات، وبدلا من كانت اتفاقية صيد عام 80 أصبحت اتفاقية شراكة الصيد. لا نعرف إن كان هذا التغيير في الشكل سيواكبه تغيير في المعنى. وابتداء من 2013 عاد قال اتفاقيات الشراكة من أجل الصيد مستدام، وبالتالي ذكر عديد المنظمات التي عملت في هذا المجال مثل WWF والCMPE يقدموا مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بالشفافية، وتعرفون موريتانيا وقعت على اتفاقية الشفافية في مجال الصيد، وبالتالي هذه كلها أدوات. أيضا هذه المنظمات دعت أيضا إلى تقديم دعم للسكان المحليين المشاطئين لهذه الموارد. بعد أن تعرفنا على السياق وعلى أهمية القطاع وعلى السياسات الاستراتيجية في المجال، وكذلك على دور المنظمات في تطوير هذه الاتفاقيات والتحسين منها، قدم الأستاذ أيضا محتوى هذا الاتفاق، وبين أن هذا الاتفاق هو عبارة عن عقد تجاري بموجبه تقدم الاتحاد الأوروبي مقابل مالي وفني، مقابل حقوق أو السماح بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الشريكة. وهو أيضا هذا الاتفاق محدود بمجموعة من الأصناف معينة، وبينون على أهمية اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أنه كنسبة مئوية من حجم الإنتاج أو السمكي بالنسبة لأوروبا لا يمثل إلا 8%، يعني أن بحدود 80% هي في المياه الأوروبية الخالصة، وما يصطاد في موريتانيا لا يمثل إلا 8% من السوق الدول المتعاقدة بالدول المتعاقدة. بعد ذلك قدم الأستاذ حتى يعني بإطار المقارنة مثلت حالة موريتانيا المغرب وحالة السنغال، بين أن
أن في المغرب حدود من 34 باخرة للصيد الصناعي، وتصطاد 80,000 طن. وبالمقابل المالي الاتحاد الأوروبي يدفع 16 مليون أورو، ويدفع أيضا دعم قطاعي ب 14 مليون. يعني تقريبا الدعم الذي يقدم يساوي تقريبا مقدار التعويض المالي. في السنغال رغم أنه هامشي، اتفاق هامشي، يعني في حدود أقل من 5 مليون أورو، ولكن الدعم القطاعي أيضا يساوي. لكن سنلاحظ أنه في السياق الموريتاني أن البونة شاسع. في الوقت اللي يكون مقدار سنة 2018 لا كومبنساسيون حدود 55 مليون، الدعم لا يتجاوز 16.5 مليون أورو. وعام 2021 هذا أيضا يواكبه حجم الأساطيل اللي جاوزت حدود يعني مئات البواخر، وأيضا تجاوزت الإنتاج 260 ألف طن مقابل 57.5 مليون أورو، ودعم ثابت 16.5 مليون. السؤال الذي طرحه الأستاذ وهو موضوع علاقة جدية للوحدة، لأن توجيه للباحثين لاختيار مواضيع تتعلق بالموضوع، هو رغم هذا المردود لماذا تمنح موريتانيا الولوج إلى مواردها إذا كانت بهذه الأهمية الكبيرة؟ لماذا تواصل؟ نفهمه في الماضي. كيف نفهم مواصلة موريتانيا لمثل هذه الاتفاقيات رغم أن الأساسيات الاقتصاد تبدلت؟ إذا كان في الثمانينات والتسعينات الناتج المحلي الإجمالي ضعيف، والحاجة للموارد بالعملة الصعبة كبيرة جدا، وكان انتظار الشيك الاتحاد الأوروبي على حر من الجمر، فإن اليوم مردود الاتحاد الأوروبي كما بين أقل من نسبة واردات موريتانيا من الألبان. يعني أنه لم يعد بذلك هناك الضغط أو الحاجة، وعندما تقل الحاجة لهذه الموارد معناه أن الدولة تكون لديها قدرة تفاوضية أكبر، أو ليس فقط التفاوض مع الشريك الأوروبي اللي هو شريك فعلا تاريخي وينبغي تطوير العلاقة معه، لكن أيضا لماذا لا يتم البحث في خيارات أخرى، خاصة أصبح لدينا إمكانية لأن لدينا موارد أخرى إضافية تمكننا من استخدام أن ننتقل من وضعية سلعة الفقير، لأن سلعة الفقير دائما سعرها منخفض. نحن لم نعد في ذلك السياق، وبالتالي الأمر يحتاج إلى أن نرفع له كب شوي. معناها أن الحكومة ينبغي أن تعيد النظر ليس فقط علاقة عادلة إلى آخره، ولكن ليس قدرا أن تبقى استغلال الموارد البحرية بهذا الشكل. زوال الحكم مع زوال العلة. نعم بالضبط. بالنسبة لتقييم أو تقويم هذه الاتفاقيات، بين الأستاذ على أن الأوروبيين دائما قبل اتفاقية جديدة يقومون بإعداد دراسة خبرة تتعلق بالاتفاقيات اللي يعني لتقييم التجربة الماضية قبل البدء في تجربة جديدة واتفاق جديد. وبينت هذه الاتفاقية أن الاتحاد الأوروبي رابح في القضية، يعني أن من كل 1.45 أورو كقيمة مضافة مقابل أورو واحد منفق. وهذا أيضا يتلاسم مع داخل في إطار سياسة الباك، سياسة الاتحاد الأوروبي اللي يعتمد على سياسة دعم كبيرة جدا، معناها معظم تكلفة يتولاها الاتحاد الأوروبي، بينما القطاع الخاص اللي هو البواخر يدفعوا مبالغ زهيدة. بعد ذلك خلص الأستاذ إلى سؤال مهم أعتقد أنه يدور في ذهن كل حد من يعني يعرف القطاع، هو ما هو السيناريو البديل؟ إذا كنا بينا أن اتفاق الصيد يقدم لموريتانيا مزايا مادية ولكنها تبقى محدودة، وأنه بالإمكان أن يكون، فما هو البديل أو ما هو السيناريو استغلال هذه الموارد بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي؟ هذا أيضا موضوع بحثي أعتقد أن الباحثين ينبغي أن يتناولوه بدراسة وتمحيص،
ولتحديد ذلك السيناريو طرح سؤال مهم، وهو كيف نحسب قيمة تكلفة الفرصة البديلة. وتكلفة الفرصة البديلة كما تعرفون تكلفة اليوم الذهاب إلى الجامعة اليوم ليست تكلفة النقل 5 وقية للباص ولا 1000 وقية للتاكسي، ولكن هي عبارة عن خسارة المردود الذي كنا سنحصل عليه لو بقينا في محلنا التجاري الذي كان بحدود ساعتين يعطينا 2000 وقية ولا 3000 وقية. هو أيضا تحمل مخاطر حوادث السير في الطريق إلى آخره. بالتالي البحث عن تكلفة الفرصة البديلة هي كل ما نضحي به من أجل الحصول على هذه المسألة، أو تكلفة يعني الخيار الآخر الذي كان بالإمكان أن نعتمده وتنازلنا عنه لخيار آخر. يعني الإشكال أعتقد أن الأستاذ طرح أن هذا السؤال منهجي ومهم بشرط، لكنه يبقى فاقد القيمة عندما تقوم هذه الأساطيل بإنزال إنتاجها تفريغ إنتاجها في موريتانيا. يصبح هنا الأمر مختلف تماما. بالتالي للبحث عن تكلفة الفرصة البديلة أنه لا بد بأخذ بالاعتبار المبلغ المالي، التشغيل، وبين أن التشغيل أولا المبلغ المالي الاتحاد الأوروبي كنسبة تراجعت كبيرا كنسبة مئوية، سواء من ناحية ميزانية الدولة، سواء من ناحية العملة الصعبة، سواء من ناحية إذن أيضا كذلك نسبة التشغيل على مستوى هذه البواخر محدود جدا. الكمية المقدمة للسندو من هذه المسائل التي سنخسرها إذا وقفنا هذا الاتفاق. إذن ولكن بالمقابل ما هي مزايا إنتاج لا دومستيكاسيون اللي هو إنتاج المحلي. لابد من تقدير كمي يمكن من تحديد التكلفة والمزايا، وبالتالي لابد من تقدير دالة إنتاج، وبالتالي لابد من منهجية قياسية تمكننا من تحديد، لأن القرارات خصوصا من هذا النوع لا تبنى على الانطباعات ولكن تبنى على الحقائق العلمية وعلى الأدوات التي تمكن من ذلك. وبالتالي كباحثين في العلوم الاقتصادية والقياسية أنتم مدعوون إلى الاستثمار في هذا المجال لتقديم منهجية علمية وتقديم نتائج مؤسسة. أيضا الأكيد هو أن الاستمرار في هذا الاتفاق أو هذه الاتفاقات في الواقع الموجودة، هناك اتفاقات أخرى مع الجزائر ومع اليابان ومع السنغال، هناك عدد اتفاقات، لكن المبدأ العام أن هذه الاتفاقات لا تخدم أو لا تحقق الهدف الرئيسي والمشترك لاستراتيجيات التنمية القطاع، وهو دمج قطاع الصيد في الإنتاج المحلي. وهذا لن يتم إلا إذا ولدت صناعات محلية وأصبحنا نجد السمك الموريتاني على رفوف المحلات التجارية الأوروبية وغيرها، لا أن نجده سلعة طرية في أسواق السمك في هذه الدول. إذن كفرص بديلة ذكرنا جانب الخسارة التي سنتحملها إذا أوقفنا والله هذا النوع من الاتفاقات، وبالمقابل ما هي المزايا المتعلقة بالإنتاج، بالتوظيف، بالعملة الصعبة المترتبة على التصدير إلى آخره. على كل حال هذا النوع من الاربيتراج يحتاج إلى دراسة. السؤال الذي ختم به محاضرة قبل أن هي النتائج هو طرح هل نحن أنتر دالينيما، كما قلت أنه بالسياق الحالي لا توجد هناك موائمة مع أهداف استراتيجية المحددة في السياسة العمومية. في الأخير قدم مجموعة من الأرقام المهمة في الخاتمة تتعلق بنسبة عدد الأساطيل حدود 154 لبعض المؤسسات الصناعية 154، منها 54 في مجال الفارين وهو موضوع زيت السمك
من المواضع أيضا التي تحتاج إلى دراسة خاصة، لأنه يطرح أبعادا اقتصادية وأبعادا بيئية بل وأبعادا أخلاقية. وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة علمية بدلا من الانطباعات العاطفية. هذه المصانع موجود منها 92 في نواذيبو و62 في نواكشوط، والأنشطة أساسا أكبر تحويل يقوم به هو التبريد. إذا معناها أن أنشطة هامشية من خلال القيمة المضافة والتحويلات البسيطة اللي هي لكم جلسوا والله بعد العمليات الخفيفة اللي أنا ماني إخباري حتى في التسميات قطيع عروس الحوت ذيك الأمور اللي يعني. أيضا السمك ما زال ما هو حاضر جدا على في الوجبة الموريتانية، رغم أن الدولة تبدأ سياسات كبيرة. وكنت في مؤتمر المناطق الرطبة، تعرف على أن هناك اتجاه كبير لزراعة الأسماك، زراعة الأسماك وتطوير أيضا استخدام. كما أن شركة توزيع الأسماك تقوم بدور أساسي ربما يغير من الواقع. المواطنين لا تتطير بين عشية وضحاها لأنها تطير عشرات السنين. إذن هذه هي أهم العناصر التي تناولها العرض القيم الثري، وبالتالي أطلب من الإيمان دراسة يعني تقديم الإضافة. Khabir Toulbe, vraiment, je ne m'attendais pas vraiment à une telle communication. Vraiment, je peux dire qu'elle est sans faute par rapport à la vision, en tout cas, que les gens du ministère de Pêche ont de l'accord de pêche. Donc, pour eux, c'est un accord commercial et que la genèse vraiment qui a été développée donc, par Toulbe reflète la vision du ministère de Pêche. J'ai beaucoup aussi aimé les problématiques qui ont été soulevées, auxquelles en tout cas les doctorants, les étudiants qui sont là doivent se pencher et qui peuvent vraiment être des thématiques de recherche. Et qu'on a vu donc avec toute la genèse donc, de cette présentation, ils se questionnent, ils continuent aussi à se questionner. Pourquoi on continue à renouveler continuellement des accords de pêche? Et justement, là où je peux dire que... je ne peux pas dire que c'est des manquements, parce qu'il a reflété la vision du ministre de la Pêche. Donc, dans le préambule, on a vu le professeur Sadbou nous montrer que ça vient des accords de Cotonou. Peut-être dans la communication, lui étant un ancien cadre du ministère de la Pêche, s'il avait mis le contexte des relations qui liaient la Mauritanie dans le cadre des accords ACPIE, par la suite, à la fin, les accords de Cotonou qui ont conduit des accords partenaires économiques, on allait quelque part savoir que l'accord de pêche n'est pas seulement un accord commercial, mais quelque part aussi c'est un accord de partenariat pour le développement de la Mauritanie, donc qui intègre un peu l'aide au développement dans cette convention. Et ce qui fait que donc, il a montré donc à travers l'aide, parce que dans les nomenclatures de l'Union européenne, la compensation donnée à la Mauritanie, c'est une partie de l'aide au développement. Ils considèrent ça comme de l'aide, alors qu'en réalité, ce n'est pas de l'aide. Là-dedans, il y a l'accord commercial, mais il y a l'accord, il y a aussi l'aide au développement. Donc il fallait vraiment essayer de dissocier les deux, montrer la partie commerciale et la partie appui au développement de la Mauritanie. Donc ce qui fait que l'Union européenne ne procède pas de la sorte, et qu'il nous a montré donc à travers les évaluations qui ont été faites que l'Europe, avant chaque négociation, présente une évaluation. Mais moi, la question que je me pose ici, mais qu'en est-il la partie mauritanienne? Est-ce que la Mauritanie a fait une évaluation de ces accords? Parce que c'est de là-bas que nous, on allait pouvoir comparer. Il nous a montré 1 euro investi génère 1,4 euro, mais ça, qui l'a dit? Ça, c'est les Européens qui nous l'ont dit. Mais pour la Mauritanie, le 1 euro, on a cédé nos poissons à 57 000 euros. Mais combien ça a généré à l'Union européenne? Moi, je pense que la Mauritanie réussirait, en étant de son côté, étudier toute la chaîne de valeur que l'Europe a pu générer dans le cas d'un euro investi dans les accords de pêche avec la Mauritanie.